C'est un projet de solidarité envers les personnes les plus vulnérables. C'est un texte d'équilibre. J'insiste sur cette recherche d'équilibre qui est indispensable pour légiférer sur de tels sujets. Bonjour et bienvenue dans ce numéro des Grands Débats, l'émission qui vous fait vivre ou revivre les moments forts à l'Assemblée nationale. Alors dans ce numéro, on va parler d'un sujet hautement sensible, celui de la fin de vie. Une commission spéciale a été constituée pour examiner ce texte qui soulève des questions éthiques fondamentales. Elle a commencé ses travaux dans cette salle Lamartine par une série d'auditions. Première à être entendue, Catherine Vautrin, qui porte le texte. La ministre de la Santé et des Solidarités a défini le cadre de ce projet de loi qui instaure notamment une aide à mourir sous de strictes conditions. Comme le souhaite une majorité de Français éclairés par les travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, comme s'y est engagé le président de la République, j'ai l'honneur de présenter le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, auquel vous avez, Madame la Présidente, plus que largement contribué. J'aimerais partager, lors de cette introduction, Mesdames et Messieurs les députés, 4 éléments avec vous. D'abord, rappeler le cadre de ce débat. Les personnes concernées par ce texte ne le sont pas par leur âge ou par leur handicap, mais bien en raison d'une pathologie. C'est une question médicale. Nous parlons par exemple de personnes atteintes de cancer, de maladies neurodégénératives, par exemple de SLA, qui seraient en fin de vie. Deuxième élément, l'objet du texte est de répondre aux souffrances insupportables de quelques personnes auxquelles la loi en vigueur n'apporte pas de réponse suffisante. Troisième élément, ce texte s'inscrit dans la continuité de précédentes lois, notamment la loi Claes-Leonetti. Après l'interdiction de l'acharnement thérapeutique 2002, loi Kouchner, après la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est bien un nouveau chapitre que nous allons discuter maintenant. Quatrième remarque, ce texte repose avant tout sur l'expression de la volonté libre et éclairée du patient. C'est lui qui formule la demande, lui seul qui peut effectuer un recours face à cette décision médicale. Notre pays n'est pas au niveau en ce qui concerne les soins palliatifs. La France n'est pas au rendez-vous de l'enjeu d'accès universel aux soins palliatifs. Elle occupe aujourd'hui la 15e place parmi les 38 pays de l'OCDE en termes de densité de l'offre de services spécialisés en soins palliatifs. Seul un adulte sur 2, 30% des enfants qui le nécessitent, sont pris en charge, ce qui signifie que nous prenons en charge 190 000 personnes sur 380 000 qui auraient besoin de soins palliatifs adultes. Nous devons impérativement progresser, et ce d'autant plus que, d'après le rapport de la Cour des comptes, en 2034, nous devrons être en mesure de prendre en charge près de 440 000 demandes par an. Il est donc indispensable que nous renforcions les dispositifs de prise en charge hospitalière tout en développant une offre complémentaire, en particulier à domicile et en établissement médico-social. C'est là toute l'ambition de la stratégie décennale qui repose sur 3 piliers. L'augmentation du nombre de places, la reconnaissance du travail des bénévoles, l'organisation d'une filière universitaire. Et je voudrais devant vous remercier ma collègue Sylvie Retailleau pour cet élément d'organisation d'une filière universitaire. Nous devons nous inscrire dans une logique de prise en charge anticipée, renforcée, continue de la douleur. Cette stratégie porte l'ambition de bâtir un modèle français des soins d'accompagnement, un terme défini dans l'article 1er du projet de loi qui marque une véritable rupture dans la prise en charge des maladies chroniques. Sur ce sujet aussi difficile et complexe de la fin de vie, Catherine Vautrin a défendu un projet de loi équilibré. La ministre de la Santé et des Solidarités a souhaité que le débat dans l'hémicycle soit apaisé et respectueux des différentes opinions. Ce nouveau chapitre, c'est l'ouverture d'un chemin possible. Une réponse éthique que nous apportons à des besoins d'accompagnement, une réponse à des souffrances inapaisables, à des situations de désespérance qu'il serait inhumain d'ignorer. Cas où persisteraient des souffrances réfractaires avec pronostic vital engagé à moyen terme. Mettre fin à des situations insupportables où certains sont conduits à se rendre à l'étranger pour mettre fin à leur jour.
C'est en effet le rapport de la Commission des affaires sociales s'appuyant sur l'avis du CCNE qui affirmait, je cite, « Le cadre législatif actuel n'apporte pas de réponse à toutes les situations de fin de vie, en particulier lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme. » C'est pour répondre à ces situations que cette loi ouvre un accès à une aide à mourir. C'est un projet de solidarité envers les personnes les plus vulnérables. C'est un texte d'équilibre. J'insiste sur cette recherche d'équilibre qui est indispensable pour légiférer sur de tels sujets. Équilibre entre la solidarité que nous devons apporter aux personnes les plus vulnérables par le développement des soins d'accompagnement et le respect de l'autonomie individuelle en ouvrant l'accès à une aide à mourir. Équilibre aussi entre l'ouverture d'une aide à mourir et des conditions strictes d'accès que nous avons définies. Cette recherche d'équilibre est une condition de l'application éthique de la fin de vie. Le rapporteur du texte, le député Olivier Falorni, est un ardent défenseur de l'aide à mourir. Sous la précédente législature, il avait déposé une proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie, un texte non abouti en raison de l'obstruction parlementaire d'une partie de l'hémicycle à l'époque. En tant que rapporteur général, mais aussi en tant que député de la Charente-Maritime, j'ai envie de commencer nos travaux en faisant une métaphore marine. Le projet de loi que nous allons étudier, il arrive à quai, à bon port. Il est solidement arrimé à ces deux piliers qui en font l'équilibre, à savoir les soins palliatifs d'une part, l'aide à mourir d'autre part. Et ce texte va désormais engager sa grande traversée parlementaire. Une grande traversée qui prendra tout le temps nécessaire, mais dont je souhaite aussi qu'elle ne prenne pas tout son temps de façon inconsidérée, car beaucoup de Français attendent cette loi, et en premier lieu, beaucoup de malades, ne l'oublions jamais durant nos travaux. Alors, mes chers collègues, un bon marin doit toujours avoir un cap clair et une bonne boussole. Notre boussole, dans un sujet qui est éminemment républicain, elle doit prendre en compte les 4 points cardinaux que sont la liberté de choix, l'égalité dans l'accès aux soins et à l'aide à mourir, la fraternité dans l'accompagnement de la fin de vie et la laïcité dans laquelle la foi ne fait pas la loi. Et le cap, il est très clairement de renforcer les droits des malades et d'améliorer l'accompagnement de la fin de vie dans notre pays. Tracer un cap, c'est savoir où l'on veut aller, mais c'est aussi savoir d'où l'on vient. Et ce cap, cette cause, ce combat, diront certains, il vient de loin. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, durant le premier quart de siècle, 4 lois ont permis d'obtenir pas à pas des droits essentiels, 2 droits essentiels qui nous semblent pourtant aujourd'hui des évidences. Le premier de ces droits, c'est le droit de ne pas souffrir. Oui, le droit de ne pas souffrir. Et le législateur a voulu affirmer que la souffrance n'était pas inévitable et qu'elle était encore moins nécessaire. Et puis aussi le droit de ne pas subir, c'est-à-dire le droit de dire non à tout acharnement thérapeutique, à toute obstination déraisonnable. Alors aujourd'hui, notre devoir, il est de faire de ces droits une réalité. Cela exige, à mon sens, le renforcement, le développement massif des soins palliatifs. C'est la partie 1 de ce texte qui est adossée à une ambitieuse stratégie décennale. Mais comme toute médecine humaine, les soins palliatifs sont parfois impuissants face à certaines souffrances. Et c'est pour cela que je défends, depuis longtemps, le droit à un ultime recours, celui d'une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie, mais qui ne veulent pas être condamnés à l'agonie. Alors, mes chers collègues, aujourd'hui, alors que nos travaux commencent, nous devons ne pas oublier qu'il y a, et c'est en tout cas ce que j'estime, qu'il n'y a pas d'opposition entre soins palliatifs et aide à mourir. En tout cas, je suis de ceux qui considèrent qu'ils sont tous les deux nécessaires, qu'ils ne s'opposent pas, et même qu'ils sont complémentaires. Les soins palliatifs sont une réponse primordiale, l'aide à mourir est un recours. Le débat qui s'ouvre nécessitera, selon moi, 3 choses. Humilité, gravité et respect de toutes les convictions. Et j'exercerai, Madame la Présidente, ma fonction de rapporteur général avec le souci de la responsabilité et de la dignité de nos échanges au sein de cette Assemblée,
C'est aussi à mes yeux une exigence républicaine pour être à la hauteur de ce grand et beau débat parlementaire. Je vous remercie. Avant la présentation du projet de loi, il y a eu beaucoup de consultations sur ce sujet au carrefour de l'éthique et de l'intime. Une convention citoyenne a remis ses conclusions au président de la République. Le Conseil national d'éthique, présidé par Jean-François Delfraissy, a lui aussi été consulté. Dans un avis qu'il a rendu en 2022, il avait ouvert la voie à une aide à mourir, mais sous de strictes conditions. Comme vous l'avez évoqué, le CCNE a donc sorti son avis 139 après un an de construction porté par les deux rapporteurs qui m'accompagnent ce soir, entre juillet 2021 et septembre 2022. Cet avis comportait, et comporte toujours d'ailleurs, 4 parties. Une première partie qui faisait le constat que la loi Claes-Leonetti n'était pas suffisamment connue ni appliquée, à la fois par le monde médical et par nos concitoyens. Une deuxième partie qui insistait sur l'importance majeure des soins palliatifs, qui a connu d'énormes améliorations en France. Par exemple, le vieux médecin que je suis a connu quand même une période où on était en l'absence de soins palliatifs et on a vu se construire progressivement des unités de soins palliatifs, mais il y a encore des lacunes, et en particulier sur les soins palliatifs en externe. La troisième partie, et les deux rapporteurs y viendront, évoquer un certain nombre de situations complexes, en partie construites par la médecine, où on peut imaginer que une décision politique ou la mise en place d'une loi fasse évoluer la loi sur l'aide active à mourir, et on demandait dans ces conditions, on réclamait qu'il y ait un certain nombre de considérations éthiques sur lesquelles on va revenir. Et enfin, la dernière partie, très importante à nos yeux, était aussi qu'on prenne le temps de réfléchir sur un sujet aussi difficile, et vous en êtes, je sais, tous conscients, aussi intime, aussi humain, qui touche tous nos concitoyens, quelles que soient les visions politiques qu'on peut avoir. Et donc le CCNE demandait qu'il y ait, entre guillemets, une construction citoyenne, une réflexion citoyenne, avant qu'elle passe entre les mains de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, au décours de l'avis 139 du CCNE, le président de la République a mis en place, en effet, cette consultation citoyenne avec deux aspects. La convention citoyenne que vous connaissez, vous réentendrez, organisée par le CESE, vous réentendrez probablement à la fois ceux qui l'ont organisé, le CCNE était dedans, et puis des conventionnels. Je peux seulement dire que ça s'est déroulé dans d'excellentes conditions, vraiment très intéressantes. Et puis, le CCNE a organisé, parce que c'est son rôle, dans la nouvelle loi de bioéthique que vous avez votée il y a maintenant 3 ans, un grand débat en France. On a organisé plus de 600 débats dans toutes les régions françaises, en s'appuyant sur les espaces éthiques régionaux. Et ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé en particulier, c'est le climat finalement d'une certaine forme de sérénité. Lors des États généraux de la bioéthique, il y a 5 ans, avant la crise Covid, on avait eu des débats autour de la procréation, des nouveaux enjeux de procréation, qui s'étaient déroulés parfois dans des conditions difficiles. Là, ça n'a pas été du tout le cas. Nos concitoyens se rendent bien compte que sur ce sujet, c'est un sujet, une fois de plus, qui est très humain, où personne n'a tort, personne n'a raison, où on touche à quelque chose d'assez fondamental, et où on touche à la vie de chacun de nos concitoyens. Et vous entendrez probablement dit avec d'autres mots, mais cette notion qu'on est profondément dans l'humain à l'occasion de la discussion de ce projet de loi. Ce projet de loi est attendu par de nombreux patients et associations qui soulignent l'insuffisance de la législation actuelle sur la fin de vie qui ne permet pas de répondre à toutes les situations. La loi de 2016 autorise la sédation profonde et continue, mais seulement dans les dernières heures de vie du patient. Elle a été portée par Jean Leonetti et par Alain Claes, qui a été auditionné par la commission spéciale.
Sur la loi de 2016, je vais vous parler très clairement. La loi de 2016 n'est pas suffisamment appliquée. Directive anticipée, 12% de nos concitoyens ont rédigé leur directive anticipée. La sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je vous le dis, là aussi, elle n'est pas suffisamment appliquée dans les unités de soins palliatifs. Et pour que le débat soit parfaitement clair entre nous, en 2016, avec Jean Leonetti, on a eu ce débat avec celles et ceux qui représentaient les soins palliatifs. Il y a un mot qui a fait débat à l'époque, c'était le mot « continu ». Et aujourd'hui, quand on interroge les services de soins palliatifs, ils font un travail formidable. Je ne vais pas revenir sur ce que disait Jean-François. C'est vrai que cette proposition, qui est dans la loi maintenant, cette partie de la loi, n'est pas suffisamment appliquée dans les soins palliatifs. Alors, le seul débat qu'on a eu avec Jean, s'il était là et vous le confirmerez, comment qualifier la sédation profonde et continue jusqu'au décès? J'avais la faiblesse de dire c'est une aide à mourir. Et Jean me reprenait à chaque fois en me disant non, Alain, ce n'est pas une aide à mourir, c'est la conséquence d'un traitement qui conduit à la mort. Je ferme ce débat, mais le sujet était déjà dans l'air. Et l'autre question, auquel je veux, alors là, je réponds en tant qu'ancien législateur, mais je vous dois cette réponse. Est-ce que la loi de 2016, même bien appliquée, répond à toutes les situations? Ma réponse est non. Elle répond à un grand nombre de situations lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, c'est-à-dire quelques semaines. Et je rappelle que nous avons répondu à la question qui nous était posée par le Premier ministre de l'époque. La lettre, je la relisais hier, c'était lorsque le pronostic vital est engagé. Mais je dois vous dire aujourd'hui, car quand je fais des réunions, il ne faut pas toucher à cette loi, elle est parfaite. Non, elle n'est pas suffisamment appliquée. Puis d'autre part, elle ne répond pas à toutes les situations. Les députés ont entendu des médecins, soignants, représentants d'associations et autres personnes directement concernées par cette question de la fin de vie. Parmi elles, le docteur Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui s'est prononcée contre l'euthanasie. Les soins palliatifs sont un progrès inouï du 3e millénaire. Vivre dignement jusqu'à la mort. Ils ne sont pas une évolution du soin, ils sont une révolution. Et la nécessité de les développer fait consensus. Malgré tout, aujourd'hui encore, 500 personnes meurent chaque jour en France sans y avoir eu accès. Pourtant, ils sont possibles partout. Depuis le 1er janvier 2000, à Narbonne, dans l'Aude, un département pauvre, en équipe, nous mettons en commun les compétences de 8 métiers différents pour tenir la promesse du non-abandon. Jamais nous ne pouvons promettre la guérison, ni même l'espoir de la guérison. Nous pouvons seulement promettre d'accompagner la vie avec une maladie grave et d'être là jusqu'au bout pour soulager quoi qu'il en coûte, même si cela doit raccourcir la vie. Et croyez-moi, cette promesse n'est pas toujours facile à tenir. La confrontation à la maladie, la douleur, la souffrance, la peur et la mort est parfois déchirante. La tentation de la fuite rôde parfois le jour et plus souvent encore la nuit. 25 ans de soins palliatifs, ce sont plus de 13 000 personnes accompagnées jusqu'à la mort, plus de 700 chaque année. Ce sont des milliers de familles, d'enfants, de parents ou d'amis soutenus eux aussi. Pour chacun d'eux, nous essayons que les soins palliatifs soient la paix des survivants. C'est Jean-Michel, atteint d'un cancer du poumon avec des métastases cérébrales, à qui on avait donné 15 jours à vivre il y a 7 ans. En ce moment, il est à Tahiti
Et il nous a envoyé une photo avec le t-shirt sur lequel il a fait imprimer « Les soins palliatifs, ça m'a sauvé la vie ». C'est Clotilde, demandant en même temps l'euthanasie de façon répétée et son vaccin contre le Covid, parce que je suis si fragile que si j'attrapais le Covid, je pourrais en mourir. 13 000 histoires en 25 ans et seulement 3 demandes d'euthanasie qui ont persisté. Alors tout ça est une expérience personnelle, me direz-vous avec raison, mais je ne suis pas seule devant vous. Voyez autour de moi tous ceux qui, au nom de toute la société, font face à la mort tous les jours avec courage et humilité. Ils construisent au quotidien la fraternité avec les plus fragiles d'entre nous. Voyez autour de moi tous ceux qui se tiennent assis au bord du lit de ceux qui meurent, pour leur dire qu'ils comptent pour nous tous et qu'ils vont manquer à notre communauté humaine. Voyez autour de moi les bâtisseurs d'un projet progressiste, lutter contre le mal mourir, déconstruire le pouvoir médical et le mandarinat, raison pour laquelle il n'y a toujours pas de professeur de soins palliatifs. Construire l'apparente utopie d'une médecine qui accepte son impuissance à vaincre la mort, mais qui jamais ne renonce à soulager et accompagner. Voyez autour de moi tous ceux qui, pas à pas, luttent pour redonner aux patients le pouvoir enlevé aux médecins. Vous envisagez maintenant de leur donner le pouvoir de décider qui doit vivre et qui peut mourir. Le pouvoir de dire l'incurabilité. Le pouvoir de dire le temps qu'il reste à vivre. Le pouvoir d'évaluer le discernement et la capacité à consentir. Le pouvoir de prescrire, préparer, assister et même injecter la mort. Voyez autour de moi tous ceux qui refusent d'avoir le pouvoir de faire mourir quand ils n'ont pas celui de guérir. Tous ceux qui veulent soulager jusqu'à la mort plutôt que donner la mort, même si on le leur demande. Est-ce un hasard si presque tous ceux qui côtoient au quotidien ces confins de la vie se rejoignent sur cette position du refus de la toute-puissance? Voyez et entendez autour de moi tous ceux qui vous disent qu'ils ne veulent ni de ce pouvoir, ni de cette puissance. Aucune loi ne peut ni ne doit répondre au pourquoi de la mort. Elle peut en revanche garantir à chacun les meilleures conditions pour traverser cette épreuve constitutive de notre commune humanité. La demande de mort est un cri de souffrance ou de peur qui doit toujours être écouté. C'est notre métier. Ne laissez pas le médecin engagé dans une relation de soins d'humain à humain décider seul de la vie ou de la mort d'un patient. Ne nous donnez pas cette toute-puissance qui pourrait, car nous sommes humains, nous mettre en danger ou nous conduire à des pratiques non éthiques. Troisièmement, ne légalisez pas l'euthanasie, même exceptionnelle. Le choix du suicide assisté, toujours possible grâce à des aides techniques si besoin, répond à la demande de pouvoir décider du moment de sa mort. L'euthanasie implique de façon directe un tiers qui, jusqu'à ce jour, est toujours un soignant. Car je n'imagine même pas l'idée que d'impliquer un proche puisse être légalisée. L'euthanasie remet fortement en cause la relation de soins qui est un des fondements de la vie en société. Cette relation est déjà rendue fragile par un système de santé à bout de souffle. Les soignants sont épuisés et peinent parfois à trouver du sens à leur mission. Écoutez-les, préservez-les, respectez-les, et ils pourront continuer à prendre soin. Et enfin, protégez les soignants. Si la présence soignante était la seule qui vous semble pouvoir répondre à notre angoisse de mort collective, alors réservez cette mission à ceux qui seraient volontaires, formés et accompagnés. Ils seraient alors mieux à même de ne pas abuser du pouvoir immense qui leur serait confié par la société. Car cette loi en l'état est celle de la toute-puissance médicale. L'État doit-il donner aux médecins le pouvoir de dire « parce que vous voulez mourir, je vais vous tuer ». Je vous remercie. L'élément principal et majeur qui guide le médecin, c'est d'essayer de faire vivre son malade par les soins qu'il lui apporte. Et que le code de déontologie et le serment d'Hippocrate disent bien que le médecin ne doit pas donner délibérément la mort. Nous avons bien intégré cette
cette raison d'être du médecin auprès de son patient. Et cependant, il nous est apparu, dans nos réflexions, que le médecin, devant un patient qui souhaite, pour des raisons qui ont été largement expliquées, que nous partageons, cesser de vivre, que le médecin devait être présent jusqu'au terme du procédé. Parce que c'est aussi le rôle du médecin, même s'il n'est pas là pour donner délibérément la mort, le rôle du médecin et sa place, c'est de rester présent auprès du patient jusqu'au terme de la procédure qu'a décidé le patient. C'est le patient qui décide de mettre fin à ses jours. Et donc la place et le rôle du médecin, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il doit être présent jusqu'au bout, il doit accompagner son patient, mais spontanément, il ne doit pas s'orienter vers une aide à mourir automatique. C'est l'éligibilité dont vous parlez, Monsieur Falorni. Et donc, il doit d'abord commencer par dire, mais comment est-ce que je peux, moi, ramener ce patient dans le soin qui est organisé, je pense bien sûr aux soins palliatifs, et que le premier réflexe du médecin et des soignants, c'est de tenter de ramener, grâce aux soins palliatifs, je vous épargne le couplet sur l'insuffisance des soins palliatifs. Je pense que c'est présent à l'esprit de tout le monde et que le nécessaire, je l'espère, sera fait dans la décennie qui vient. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Et donc, d'abord, commencer par ramener le patient à avoir un espoir de poursuivre, si c'est possible. Si c'est possible. Mais quand vous discutez avec des équipes de soins palliatifs, celles que j'ai rencontrées récemment me disaient que sur 1200 patients qu'ils avaient eus dans leur service, il y avait 5 patients pour lesquels ils avaient considéré que la thérapeutique n'était pas suffisante pour les soulager. Ça donne quand même un ordre de grandeur. Et là, dans ce service de soins palliatifs, il y avait une équipe avec plusieurs médecins qui connaissaient le patient, puisque c'est la rotation du fonctionnement du service, des infirmiers, des aides-soignants, qu'il ne faut pas oublier dans les soignants. Les aides-soignants jouent un rôle majeur. Et finalement, c'est cette équipe qui discutait de l'éligibilité, de ce qu'on pouvait apporter à ce patient qui était au-delà des ressources thérapeutiques pour la souffrance physique ou psychologique. Donc l'éligibilité, de voir écrit dans la loi que le médecin décide, en fonction de l'état du patient, si il donne suite à la demande du patient, ça me paraît insuffisant. J'allais dire pas réaliste, mais c'est pas facile d'écrire des lois comme ça. Donc je comprends très bien qu'on balbutie un petit peu et qu'on n'ait pas écrit d'emblée la solution idéale. Mais je pense qu'il faut travailler énormément cette partie de l'éligibilité et de la décision d'éligibilité qui ne peut être vraiment que collégiale. Alors la procédure, j'ai pas vu de blocage important. Bon, certainement que la rédaction des décrets devra apporter des réponses à des questions qui ne sont pas écrites dans la loi, mais ça, on va essayer d'éviter de ne pas aller trop dans les détails. En tout cas, je suis convaincu, et mes collègues de l'ordre sommes convaincus que l'équipe, là encore, centrée sur le médecin, qui va collégialement, avec des confrères, évaluer l'état de santé du patient, essayer de le faire rentrer dans une approche palliative et éventuellement mettre en route une procédure s'il n'y a pas d'autre solution. À tout moment, mais je le redis, je ne l'ai pas dit dans mes propos introductifs parce que je ne voulais pas commencer par cela, c'est-à-dire que si on commence à dire par où on va sortir tout de suite du problème, je trouve que ce n'est pas positif. Donc bien évidemment, nous attachons beaucoup d'importance à la solidité de la clause de conscience spécifique, c'est-à-dire qu'un médecin qui s'occupe d'un patient ne pourra pas faire jouer sa clause de conscience sans apporter une autre solution au patient. Ça, c'est clair que nous défendons cet aspect éthique et déontologique de la clause de conscience, mais elle doit exister de façon solide pour le médecin. Le corps médical, je ne veux pas être trop long, mais le corps médical est assez partagé, en fait,
avec une majorité pour refuser l'aide à mourir, mais le pourcentage est de 66 contre 23 pour et 11 qui s'abstiennent. Donc vous voyez que le curseur est quand même, certes majoritairement en opposition, mais n'est pas aussi important. Ce curseur n'est pas aussi loin qu'il aurait pu l'être il y a quelques années. La commission spéciale a aussi auditionné les représentants des cultes, des responsables religieux qui estiment que cette réforme est dangereuse et qui font front commun contre le projet de loi. Dans le bouddhisme, nous considérons la vie comme précieuse et sacrée, et nous valorisons la compassion envers tous les êtres vivants, y compris nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes à tout le moins réticents à soutenir toute légalisation de l'euthanasie et ou du suicide assisté. Notre tradition enseigne que chaque moment de la vie est une opportunité d'apprentissage et de croissance spirituelle, même dans les moments de souffrance et de difficulté. La perspective bouddhiste encourage à trouver la paix et le sens dans toutes les expériences, y compris la fin de vie, plutôt que d'opter pour une mort médicalisée prématurée. Vouloir remédier à la souffrance est compréhensible. C'est même là tout le sens de l'enseignement du Bouddha. Mais selon nous, vouloir remédier à la souffrance en mettant fin à la vie revient à se tromper de combat et à semer de nouvelles causes de souffrance. Plutôt que de contribuer à regarder la mort en face, à l'apprivoiser, cette démarche nous fait nous détourner de l'essentiel, intégrer pleinement la mort dans la vie. Aux yeux des bouddhistes de France, la loi du 2 février 2016 est tout ce qu'il y a de satisfaisant et bien adapté. Les soins palliatifs, l'accompagnement des personnes en fin de vie, le soulagement de la douleur et en particulier le non-acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable, comme on préfère dire aujourd'hui, conviennent parfaitement à l'éthique bouddhiste. Encore faudrait-il que cette loi soit vraiment connue et appliquée partout. Le travail de la Convention citoyenne a largement démontré l'ignorance ou la méconnaissance de cette loi. Pour moi, suicide assisté et euthanasie se rejoignent au plan moral dans la décision de faire mourir la personne. Parce que même si le malade le demande, la relation médicale soigné-soignant est par essence asymétrique. D'autant plus que l'approche de la fin de vie accroît la vulnérabilité. Décider de faire mourir une personne, même exceptionnellement pour quelques-uns, réaliserait un risque de réelle profanation de l'acte de soin au sein de la société. Au plan religieux, l'interdit fondateur du meurtre est clairement énoncé et la sourate 5, verset 32 explique « Voilà pourquoi nous avons prescrit aux fils d'Israël, celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence sur la terre est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. Et celui qui sauve un homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. » Il y a donc une continuité de l'injonction depuis la Torah jusqu'aux évangiles. Et de même, les 10 commandements sont également cités dans le Coran, à sourate 6, où la condamnation du meurtre y est formelle. Également, l'humanisme de l'islam se lit dans un verset qui dit « Et ne vous tuez pas vous-même, Dieu en vérité est miséricordieux envers vous ». Cette notion de miséricorde est essentielle. Dieu nous recommande de jouir de la vie et de soulager toutes les souffrances. Il faut donc apaiser les souffrances du mieux possible et ajouter espoir et espérance, puisque le désespoir peut être associé à une non-croyance. Croire, c'est espérer que la vie prenne le dessus. Parce que quand la fin de la vie se médicalise, il faut humaniser la fin de la vie et transformer la formation des soignants pour qu'ils apprennent à moins intervenir et à plus accompagner. C'est reconnaître l'importance de l'établissement d'une culture palliative enseignée dans tous les champs de la médecine et pas simplement dans une discipline donnée. La Fédération protestante de France a contribué au débat sur l'aide à mourir ou la fin de vie à de multiples reprises par une publication en 2019 et encore plus récemment. J'ai demandé à la Commission éthique et société de travailler sur la question qui a été posée à la Convention citoyenne. Et donc, elle a produit un texte que j'ai eu l'occasion et même l'honneur de vous remettre personnellement le 4 avril dernier. Ce texte est à votre disposition. Il énonce bien l'approche fondamentale du sujet. L'approche fondamentale, en fait, où ce texte comporte en gros 4 recommandations. Une première est une recommandation qui fait unanimité, je dirais, un plaidoyer pour les soins palliatifs. Une deuxième affirmation est une affirmation relativement forte, puisque nous avons utilisé cette expression « humaniser la fin de vie ». Humaniser la fin de vie, c'est prendre soin de la présence humaine en fin de vie. Donc on affirme ça très fortement, alors on pourrait le lire dans plus de détails.
Le troisième point, et c'est important de le souligner, nous considérons qu'au regard actuellement de l'insuffisante de l'offre de soins palliatifs, de la méconnaissance et donc de la faible application de la loi Claeys-Leonetti de 2016, qu'il est inopportun de changer le cadre législatif actuel avant que finalement cette législation existante ait pu donner sa pleine mesure et ait été, en disposant des moyens nécessaires, et ait donc été aussi pleinement évaluée. Nous sommes bien conscients du fait que ce sujet est très complexe et qu'il faut l'aborder avec modestie. Il nous concerne tous, car nous aurons tous à affronter la fin de notre vie, et nous avons tous, je pense, et nous l'avons déjà fait, à accompagner des personnes en fin de vie autour de nous. Nous mesurons bien aussi les difficultés dans la mise en œuvre de l'actuelle loi Claeys-Leonetti, par exemple, concernant l'obstination déraisonnable et son évaluation. Mais nous regrettons que cette loi ne soit pas encore vraiment connue, qu'elle ne soit pas encore vraiment pleinement mise en œuvre, et que l'on veuille déjà de nouvelles dispositions légales. Nous sommes sensibles au souci de vouloir promouvoir un modèle français de la fin de vie, où le soin et l'accompagnement soient au centre, mais il ne nous semble pas que le projet de loi présenté aille dans ce sens. Pourquoi ? Parce que, sans avoir suffisamment d'ailleurs de données sur les besoins réels, il nous fait basculer vers un modèle qui rompt une digue essentielle, un principe structurant de notre société, voire de notre civilisation, celui de l'interdit de tuer, qui a déjà été évoqué, qui se trouve d'ailleurs, cela a été dit, au cœur du serment d'Hippocrate. Cette loi introduit donc un déséquilibre. Pour opérer ce basculement et cette rupture, nous observons avant tout que ce texte de loi ne dit pas toujours clairement ce qu'il ouvre comme possibilité. Avec des soignants, des juristes, mais aussi de nombreux philosophes qui se sont exprimés, c'est aussi une observation du Conseil d'État, comme vous le savez. Nous regrettons que ne soit pas clairement évoqué ce que prévoit de fait le projet de loi, à savoir l'euthanasie et le suicide assisté. Nous sommes également surpris de l'usage qui est proposé de la notion de fraternité, aujourd'hui principe constitutionnel, qui assure en principe la solidarité dans les droits économiques et sociaux et qui, justement, devrait, avant toute chose, assurer une vraie égalité d'accès aux soins palliatifs après 4 lois depuis 1999, ce qui n'est pas le cas, un Français sur 2 en étant exclu à ce jour. En fait, ce n'est pas un front de religion qui se présente ici. On a tous en fait nos considérations anthropologiques, philosophiques, éthiques, mais on arrive tous, je pense, à un constat que nos sociétés vivent aujourd'hui une forme de rupture de civilisation, une forme de rupture, et c'est là-dessus que je vais axer mon propos, une sorte de désaxage quelque part, une sorte un peu de dérapage éthique qui fait développer une éthique sans transcendance. Et donc, on est un peu au cœur du sujet dans cette proposition de loi qui, elle-même n'étant pas très claire et ambiguë sur les principes et sur les objectifs. Bien sûr, dans son dispositif, elle l'est moins parce que, comme vous savez, je suis avocat, la construction d'une norme juridique, si elle n'a pas des objectifs qui sont très clairs, le dispositif ne peut que exposer à des dérapages et à des applications qui sont très difficiles, dont d'ailleurs M. Leonetti en fait la voix en alertant beaucoup sur la difficulté de mise en application. Les évêques orthodoxes de France n'ont eu de cesse d'alerter sur les préoccupations et les inquiétudes. Depuis novembre 2022, lorsque le sujet a commencé à devenir sérieux, je dirais, dans les tuyaux, leur inquiétude et préoccupation quant à la perspective d'introduction en droit français d'un dispositif permettant de donner la mort, considérant comme une régression le changement de paradigme qui ferait légaliser le suicide assisté et l'euthanasie en France et la bascule de l'accompagnement de la fin de vie de la loi Claeys-Leonetti vers un nouveau dispositif où il sera légal de donner la mort. Ce projet de loi divise aussi les associations. Lors de leur audition, elles ont exprimé des points de vue diamétralement opposés, les unes dénonçant un permis de tuer, les autres plaidant au contraire pour le respect de la liberté et de la dignité des malades en fin de vie. Il y a pour nous 4 éléments de flou qui nous paraissent difficilement acceptables. Le premier, c'est ce que, je reprends la formule de Régis Aubry, l'euphémisation de cette formule « aide à mourir » qui nous semble extrêmement piégée et qui dissimule la réalité reconnue par le Conseil d'État du suicide assisté et de l'euthanasie qui sont présents dans ce texte.
Pour nous, ce n'est pas digne, au fond, pardon de vous le dire, hein, d'une démocratie, de légaliser des réalités aussi sensibles sans utiliser les mots correspondants. Deuxièmement, il y a dans les critères d'éligibilité à ce sujet, et je pourrais peut-être même être d'accord sur ce point avec des personnes très favorables au suicide assisté ou à l'euthanasie, des éléments de flou qui également augurent une forme de boîte de Pandore. Lorsqu'on parle de pronostic vital engagé à moyen terme, vous le savez, et le docteur Trédan le précisera, nous sommes dans un flou qui laisse au médecin une évaluation absolument subjective, c'est indéfinissable. Même chose pour cette réalité d'une souffrance psychologique insupportable. Nous faisons beaucoup d'écoutes de personnes en souffrance à Alliance Vita. Quand quelqu'un nous dit qu'il éprouve une souffrance insupportable au plan psychologique, nous accueillons ce qu'elle dit. Nous ne l'évaluons pas. C'est inévaluable et c'est manquer de respect à une personne que de prétendre réévaluer quelque chose qu'elle nous dit. Et donc, comment faire ensuite pour accueillir ou pas cette demande ? Troisième élément préoccupant, c'est ce jeu de chat et la souris entre le soin palliatif et cette prétendue, pardon de l'expression, aide à mourir. On entend déployer les soins palliatifs, mais il ne fait de mystère pour personne que les plans, aussi ambitieux soient-ils, aussi convaincus soient-ils de développement des soins palliatifs, n'aboutiraient à les rendre éligibles à tous les Français qui en ont le droit depuis une loi de 99 que bien longtemps après la mise en place de cette aide à mourir. Et donc, la promesse de soins palliatifs accessibles à tous devient comme un alibi à un excipient d'un projet de loi qui, essentiellement, bien sûr, a pour but de faire, c'est mon quatrième point de flou, faire sauter le verrou. Personne ne peut ignorer que cet interdit de tuer qui forge la déontologie médicale depuis le serment d'Hippocrate et peut-être avant, en raison de la toute-puissance possible des médecins sur leurs patients, on risque de le faire sauter. Et les formules garanties, strictes, etc., ne garantissent rien et ne sont pas strictes. Je crois que le professeur Delfrécy vous a dit lui-même que c'était une loi d'étape pour débattre de l'éligibilité ou pas de cette loi aux enfants. C'est un sujet qui touche aux convictions de chacune et de chacun. C'est un sujet qui touche parfois aux certitudes, mais bien souvent aux incertitudes. Ce sujet, les Français y ont répondu depuis très longtemps, peu importe qui pose la question, peu importe comment est posée la question. À plus de 80%, les Français demandent une évolution de la loi, une loi qui réponde dans le cadre d'un seul et même texte, alliance de la solidarité et de l'autonomie, pour reprendre les mots du rapport 139 du Comité consultatif national d'éthique, avec comme réponse des soins d'accompagnement et des soins palliatifs partout et pour tous, et comme recours possible, l'aide active à mourir. Je vais m'inscrire, comme M. Derville, dans le cadre républicain, parce que je le pense, c'est une loi de liberté. Et dans cette loi de liberté, il convient de respecter la conscience des soignants, mais également la conscience des soignés. Et quand je parle de la conscience des soignés, pour toutes celles et tous ceux qui pourraient être amenés à demander une aide active à mourir, parce que pour eux, pour elles, la vie n'est devenue que de la survie, il est nécessaire qu'ils aient le choix, et j'assume les mots, entre le suicide assisté et l'euthanasie. Car pour certaines personnes qui auraient des convictions philosophiques, religieuses, ou même qui auraient peur de faire le geste, nous ne pouvons pas les exclure du fait d'être accompagnés dans le cadre de cette aide active à mourir et leur donner donc la possibilité qu'un médecin, qu'un infirmier, qu'une infirmière puisse également les accompagner et donc ne pas légiférer sur une seule exception d'euthanasie pour les personnes qui seraient incapables physiquement de faire le geste. Mais je vais vous parler de la conscience des soignants. Oui, je le pense, il faut respecter cette liberté de conscience des soignants et bien rappeler qu'aucun soignant ne sera obligé d'accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir, que ce soit pour ses convictions éthiques, philosophiques, religieuses, peu importe, il convient de respecter sa conscience. Je rappellerai par contre que jusqu'alors, les murs n'ont pas de conscience et que je parle bien d'une conscience personnelle des soignants et non d'une conscience pour les établissements.
Dans notre devise républicaine, nous avons aussi l'égalité. Et quand on parle de la fin de vie, hélas, nous faisons face à de nombreuses inégalités. La première, et je pense que c'est un sujet qui nous rassemble, c'est l'accès aux soins palliatifs, l'accès aux soins d'accompagnement. Il est inadmissible qu'encore, après tous ces plans nationaux, vous ayez 21 départements qui soient orphelins d'unités de soins palliatifs pour accompagner les plus complexes. Je salue le plan décennal qui a été annoncé avec plus d'1 milliard mis sur la table, avec un engagement que l'ensemble de ces départements soient dotés d'unités de soins palliatifs d'ici la fin de l'année 2025. Mais j'appelle vraiment à un sursaut sur la formation. J'appelle à un sursaut sur la compréhension de ces soins d'accompagnement pour que nous ne fassions pas différents de nos amis étrangers. Quand vous allez en Belgique, du médecin généraliste jusqu'au spécialiste, tout le monde est capable de vous parler des soins d'accompagnement. Tout le monde est capable de vous parler des soins palliatifs et il faudra donc absolument former, former et former encore à cet accompagnement. Mais une loi d'égalité, c'est aussi une loi qui regarde en face la première inégalité territoriale que nous avons dans notre pays et qui concerne les zones d'organisation d'accès aux soins transfrontaliers. Peut-être que je vous l'apprendrai aujourd'hui, mais des milliers de Français ont déjà légalement accès à l'aide active à mourir quand ils se situent dans ces zones. Ils peuvent donc être suivis en Belgique, remboursés de leurs soins par la sécurité sociale française et donc entrer dans le cadre légal de la loi belge dépénalisant l'euthanasie depuis plus de 20 ans et donc être accompagnés dans le cadre d'une aide active à mourir dont la sécurité sociale française remboursera l'ensemble des soins préparatoires alors que nous l'interdisons toujours sur notre territoire. Je suis chargée de plaidoyer vulnérabilité handicap à la Fondation Jérôme Lejeune. Je suis aussi mère de 2 enfants handicapés et fille d'un père tétraplégique mort trop précocement d'une sclérose en plaques. Je vis avec la grande maladie depuis ma plus tendre enfance. Et je sais, parce que je les vis, les pressions sociales et collectives qui pèsent sur les personnes gravement malades et sur leur entourage. Et c'est à ce titre-là que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mon père a perdu l'usage de ses jambes lorsque j'étais petit enfant. Il a ensuite vécu 23 années tétraplégiques avant de mourir après 40 années d'un long combat contre la maladie. Une vie bien peu enviable, semble-t-il. Et pourtant, mon père était pleinement en vie, quand bien même il souffrait, quand bien même il était totalement et définitivement dépendant et invalide, et quand bien même il savait l'issue de la maladie certaine. Il était accroché à la vie parce qu'il était considéré, parce qu'il était accompagné et parce qu'il était encouragé par nous, ses proches, par le corps médical et par les personnels soignants, qui d'ailleurs, je pense, ont très largement contribué à nourrir son appétit de vivre, et je tiens aujourd'hui à les en remercier publiquement. Et puis, il se savait protégé par la société et il lui en savait gré. En fait, il aspirait tout simplement à vivre cette vie singulière jusqu'au bout, et d'ailleurs, sa mort a été vécue très intensément comme un moment, comme une expérience profonde de fraternité humaine. Alors oui, bien sûr, le quotidien était très lourd et très singulier, et je garde un souvenir vif, un souvenir aussi parfois douloureux de sa souffrance, de son épuisement et de sa lassitude. Mais j'ai surtout le souvenir d'un homme pleinement vivant, d'un homme insoumis, d'un homme résistant, d'un homme libre, prisonnier, c'est vrai, de son immobilité physique, entravé, souffrant, mais non pas empêché d'aimer, de comprendre et de vivre. J'ai compris d'expérience que le meilleur moyen de faire vivre rapidement un grand malade est de le laisser seul à l'hôpital. J'ai compris cela, et j'ai aussi compris que finalement il ne fallait pas grand-chose pour accompagner un grand malade, il fallait surtout de la relation. La mise à l'écart des personnes gravement malades et des personnes mourantes est une réalité dramatique de notre société. Les personnes qui meurent seules à l'hôpital, en institution, sont des personnes qui souffrent. La solitude exacerbe leur désespoir et nourrit la tentation de vouloir en finir avec la vie. Et l'euthanasie ne soignera jamais ni cette solitude, ni cette souffrance, ni ce désespoir. Au contraire, si elle venait à être légalisée, elle deviendra une oppression pour les malades et les personnes en fin de vie à qui l'on désignera la porte de sortie sans retenue et à peu de frais. Quel est pour nous l'essentiel ? Pour nous, l'essentiel, c'est que le malade soit au centre de sa décision. C'est sa dernière liberté. Il faut la respecter. C'est vrai qu'il peut changer d'avis, mais il peut changer d'avis dans un sens comme dans l'autre. Il ne faut pas seulement écouter dans un sens quand ça vous arrange. Donc le malade est dans une situation terminale ou proche terminale, et c'est lui qui doit être maître de sa décision. Et le médecin, il doit être là pour l'accompagner. C'est son rôle.
Un médecin doit être là de la naissance à la mort. Il ne doit pas au dernier moment dire « Ah ben non, ce n'est plus mon problème ». Il doit être à son service. Et à partir du moment où il n'y a plus de traitement curatif, il doit changer de mentalité et être au service du patient pour réaliser le désir du patient. Et alors, je m'oppose totalement à l'idée de tuer. Il faut regarder le dictionnaire. Tuer veut dire retirer la vie de l'autre avec violence. C'est vrai, on tue beaucoup sur Terre actuellement, mais les victimes, on ne leur demande pas leur avis. Là, nous sommes dans le domaine de la compassion, de la réponse à une demande. On n'est pas là pour tuer. Il faut arrêter de tirer les mots qui ne sont pas acceptables. Je n'ai jamais tué un malade. J'ai accompagné des malades jusqu'à la fin et j'ai essayé de répondre au mieux à leurs demandes. Ce qui est important aussi pour les médecins, c'est la dépénalisation. On ne peut pas travailler avec deux épées de Damoclès sur la tête. La première, la justice républicaine, et la deuxième, le Conseil de l'ordre des médecins, qui peut du jour au lendemain vous suspendre. Je suis certain que le jour où ce sera l'acte, l'aide active à mourir, sera dépénalisé. Vous aurez 20% la première année, puis 40% deuxième année, et 50%, 60% au bout de 5 ans de médecins qui diront « ça s'est totalement intégré dans notre pratique », comme cela est en Belgique et dans les autres pays. Les Belges, les médecins belges ne sont pas moins soignants en accompagnant leurs malades jusqu'au bout que les médecins français qui refusent de le faire. En ce qui concerne les critères importants qu'on m'a demandé, je crois qu'en effet, il ne faut pas multiplier les critères, sinon on finit par aboutir à une loi inapplicable. Autre personnalité entendue, Marina Carrère d'Ancos. Elle a exhorté les députés à penser à tous ceux qui ne rentrent pas dans le cadre du projet de loi du gouvernement, notamment les patients atteints de la maladie de Charcot et contraints de se rendre en Belgique ou en Suisse pour requérir une aide à mourir. En préambule, je voudrais vous dire pourquoi je suis là, puisque je ne suis ni juriste, ni philosophe, ni éthicien, je ne fais pas de politique, mais je suis médecin, journaliste, femme, citoyenne, mère de famille et fille de mes parents, même s'ils sont tous deux partis très récemment, et peut-être aussi à cause de cela. Ce sujet, je le défends, ce combat, je le porte pour les malades que j'ai connus en tant que médecin, journaliste et ancienne compagne. Des années que je traite de ce sujet, que je vais à la rencontre de patients, de soignants, en France comme à l'étranger. J'ai suivi le vote des lois Leonetti et Claes-Leonetti, mesuré l'importance de ces lois, mais aussi la nécessité de les faire évoluer. Des soins d'accompagnement de qualité et suffisants en quantité répondront à la grande majorité des cas de malades en souffrance, les soins, mais aussi l'accès à la sédation profonde et continue. Et cette sédation doit être mieux connue des malades et bien appliquée par les médecins. D'expérience, j'ai appris qu'il existe des réticences de la part de certains soignants à accepter l'existence de ce geste pour des raisons humaines, morales, éthiques, religieuses, et donc à l'appliquer. Et ça n'est pas acceptable. Je ne sais pas au nom de quoi un médecin peut considérer qu'un malade en fin de vie, à qui il reste au mieux quelques jours à vivre et qui demande cette sédation, doit encore tenir un peu. C'est ce que j'ai entendu. Il n'est ni dans la tête ni dans le corps du malade. Il ne souffre pas à sa place. Il doit l'écouter et l'entendre, et s'il ne l'accepte pas, en référer à ses confrères. Ça n'est pas toujours le cas, et c'est insupportable pour celui qui souffre et pour ses proches. Et cela m'inquiète concernant l'aide à mourir, j'y reviens tout de suite. Mais je le redis, si ces soins sont suffisants, et si cette sédation est bien utilisée, cela devrait résoudre le cas de plus de 95% des patients en fin de vie. Et les patients qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi Claes-Leonetti. Les patients dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, même s'ils sont atteints d'une maladie grave et incurable, qu'ils présentent des souffrances physiques et ou psychologiques réfractaires et qu'ils sont en capacité de manifester leur volonté de façon libre et éclairée. Ainsi en est-il de patients atteints de maladies neurodégénératives comme la SLA que l'on cite toujours, mais il y en a d'autres. Également des patients ayant été agressés, ayant eu un accident vasculaire cérébral ou un accident de la voie publique, les laissant très lourdement handicapés, sans espoir d'amélioration, avec de grandes souffrances. Des patients dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme. 2 exemples qui ont été médiatisés et qui illustrent bien cette spécificité. Vincent Humbert avait 21 ans quand il fut victime d'un accident de la voie publique, le laissant tétraplégique, muet et aveugle. Il ne pouvait communiquer qu'avec son pouce droit, mais était parfaitement conscient et lucide. Il avait demandé à Jacques Chirac, alors président, le droit de mourir, lequel s'était beaucoup ému mais n'avait pu accéder à sa demande. Anne Bert souffrait, elle, d'une maladie de Charcot. Quand elle est devenue dépendante, ses membres supérieurs étant totalement paralysés et connaissant l'avenir qui l'attendait, elle est partie à l'étranger pour mourir.
C'est pour ces patients que le terme de court ou moyen terme qui figure dans l'article 7 doit être modifié. Car comment le définir? Quelques mois, 6 mois, 1 an? Déjà, quel médecin est capable de savoir que son patient mourra dans moins d'1 an ou plus d'1 an? Quel médecin peut dire « il vous reste 8 mois ou 10 mois ou 13 à vivre » ? Aucun. Et comment juger que vivre de manière indigne est acceptable 6 mois mais pas 12? Je ne sais pas. Chaque malade est unique et chaque maladie est unique pour chaque malade. Un patient atteint d'une maladie de Charcot a une espérance de vie, on le sait, de 3 ans au moment du diagnostic, c'est une moyenne. Certains meurent en moins d'1 an, d'autres vivent 5 ans. Nul n'est capable à ce moment de savoir comment la maladie évoluera avec précision, si ce n'est que l'on connaît son caractère inéluctable. De même, personne n'aurait pu dire quelle espérance de vie attendait Vincent Imbert, 5 ans, 10 ans, en tout cas sûrement plus de 6 mois, surtout avec les progrès de la médecine. Alors si l'on fixe malgré tout 6 mois ou 1 an, on exclura de ce fait de nombreux patients pour lesquels cette loi évolue. Il faut donc trouver une façon de résoudre cette question du court ou moyen terme. Et puis les soignants, 2 points sur les soignants. L'article 8 précise « La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande à un médecin qui recueille l'avis d'un médecin qui ne connaît pas la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l'est pas, ainsi que l'avis d'un professionnel de santé. » Avant de m'inquiéter, je voudrais dire l'importance que dans ce texte, le professionnel de santé, infirmier, aide-soignant, psychologue, soit impliqué, tout comme les infirmiers dans l'accompagnement de l'aide à mourir. Les soignants non médecins, outre qu'ils accompagnent au quotidien et remarquablement les patients, les connaissent souvent autant, si ce n'est mieux que les médecins. Et leur présence en différents points de ce texte est une grande avancée. Voilà donc pour ces morceaux choisis au cœur des auditions devant la commission spéciale sur la fin de vie qui ont précédé l'examen du projet de loi dans l'hémicycle. On se retrouve très vite sur LCP. À très bientôt.